Je suis militant de l'Union nationale et j'occupe la fonction de vice-président de l'Union nationale depuis le dernier congrès de novembre 2021. Très bien. Okay, merci. Par ailleurs, c'est accessoire, mais je suis conseiller municipal à la commune d'Akanga. Les trois choses que la présidente a eu à vous dire au cours de cette rencontre, qui était une forme de rentrée politique pour nous, à savoir que nous avions besoin, pour préparer les prochaines échéances politiques, de remobiliser nos troupes et d'encourager les Gabonais à adhérer massivement à notre parti. Elle a dit qu'il fallait se mettre en ordre de bataille. Nous avions besoin de conduire une réflexion sur notre système électoral qui présente bien des limites. Et en 2016, il vous souviendra que lors du contentieux électoral dramatique que nous avons connu, la mission des observateurs de l'Union européenne avait rendu un rapport dans lequel il faisait un nombre d'observations et de recommandations. Donc la présidente du parti a confié à un autre vice-président, M. François Ndoedou, la mission de conduire une réflexion pour proposer au pays et à nos partenaires les adaptations ou les réformes nécessaires pour aller à des élections sereines en 2023, où, comme vous le savez, notre pays connaîtra la même année des élections locales, des élections législatives et une élection présidentielle. Le troisième objectif qui s'est fixé, c'était de prendre langue avec nos partenaires de l'opposition pour que nous regardions ensemble comment aborder ces échéances. Ce sont donc les trois grands axes que la présidente a fixés et qu'elle a adressés à tous les responsables du parti qui étaient présents ce jour-là, au moment duquel notre commissaire. La présidente avait appelé en fait à la mobilisation générale du parti. Contrairement à ce que beaucoup de compatriotes pensent, c'est M. Kobouligende, à l'époque président de l'Assemblée nationale, qui l'avait dit, peut-être que ça avait été mal compris, en disant la politique est au-dessus du droit. J'ai lu récemment une communication de l'épiscopat gabonais qui se plaignait des mesures législatives qui ont été prises ces dernières années et qui, de son point de vue, portaient atteinte à une certaine forme de morale de vie au Gabon. Je les comprends, mais je dis par exemple à l'épiscopat gabonais que si le Gabon est un pays laïque où on consacre la séparation de l'Église et de l'État, notre pays ne consacre pas la séparation des chrétiens et des citoyens. Le chrétien est un citoyen. L'Église a enfermé, de mon point de vue, les chrétiens dans l'Église et les a sortis de la cité. Mais c'est la cité qui prend les décisions, qui s'imposent, y compris aux chrétiens. Et que si les chrétiens étaient massivement engagés dans la vie politique de notre pays, peut-être que les décisions politiques qui seraient prises dans notre pays seraient conformes à l'éthique des chrétiens. Je prends cet exemple pour expliquer à mes compatriotes pourquoi il est important pour chacun d'eux de s'engager dans la cité, de s'engager politiquement. Parce que vous soyez chrétien, que vous soyez sportif, que vous soyez entrepreneur, prétendre que vous ne vous occupez pas de politique, c'est laisser d'autres décider à votre place. Nous devons tous décider ensemble de notre destin commun. C'est pour cela que nous invitons nos compatriotes à rejoindre notre parti politique pour que nous construisions ensemble le pays que nous voulons, pour que nous construisions ensemble notre vivre ensemble. Nous allons donc engager cette grande campagne en fait d'adhésion à l'Union nationale pour inviter nos compatriotes à nous rejoindre. Pour cela, nous le faisons dans toutes les provinces. C'est à la charge des organes locaux parce que dans notre gouvernance de parti, nous avons fait le choix de confier au niveau local la gestion des opérations locales. Par exemple, à Libreville, je vous pense d'exemple, moi je suis militant d'Akanda avant d'être vice-président de l'Union nationale. J'étais avec mon coordonnateur d'Akanda ce matin pour qu'il me dise et qu'il nous explique comment est-ce qu'on va organiser la campagne d'adhésion. Et il m'a expliqué que nous allons être au Carrefour Gigi
à la commune d'Akanga, jeudi, vendredi et samedi, pour procéder en fait aux explications, aux discussions avec nos compatriotes en vue de leur adhésion. Nous le ferons à Libreville, au rond-point de la démocratie, au Carrefour Signy à Ovendo et dans toutes les provinces. Parallèlement, nous allons mettre en service dès demain un site internet dans lequel nos compatriotes pourront adhérer librement et en toute tranquillité, sachant que l'adhésion est gratuite, elle est libre, c'est remplir une fiche d'adhésion, donner sa photo pour qu'on ait le visage de la personne et une pièce d'identité pour attester de ce que c'est vraiment la personne qui a adhéré. C'est aussi simple que cela. Nous allons le faire jusqu'à la fin de ce mois et probablement le poursuivre au cours des mois de février et mars à venir sur toutes les banlieues du territoire. Bon, ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire les coordonnateurs, ils semblent même un peu dépassés. C'est-à-dire qu'il y a au-delà d'un engouement, il y a une forte demande de la population. Et au-delà de l'adhésion, il y en a qui adhèrent le lundi matin et puis le mardi, vous disent on fait quoi? Vous avez envie de lui dire, écoutez, vous avez adhéré hier, laissez-nous le temps de nous organiser, on vous convoquera pour les réunions et tout le reste. Non, je pense que nombre de nos compatriotes, peut-être pas assez, parce que moi je voudrais que tous les Gabonais soient dans un parti politique, dans le mien de préférence, mais si ce n'est pas le mien, dans un autre. Moi je voudrais que tous les Gabonais s'engagent, parce que l'engagement politique, c'est celui qui organise la cité. Mais l'engagement politique signifie aussi, moi j'ai un métier, j'exerce un métier, j'ai un engagement politique. Tout le monde peut adhérer à un parti politique et avoir son activité professionnelle, de vie. Bon, il y a quelques professions à qui on suggère d'avoir une certaine distance, la vôtre par exemple, les militaires par exemple, les magistrats par exemple, mais les autres citoyens, moi je les invite à avoir un engagement politique réel. Donc ça se passe plutôt bien et j'invite tous les Gabonais et toutes les Gabonaises à participer à la vie commune. Et c'est dans les partis politiques, à mon avis, qu'on participe à la vie commune. C'est assez pathétique ce qui se passe. C'est triste, c'est pathétique, c'est minable. Et pourtant, nous ne sommes pas des tocards. J'aime apprendre cette expression que j'ai empruntée à un aîné qui n'est plus parmi nous. Mais quand on voit les agissements du pouvoir en général, c'est-à-dire toutes les institutions, quand vous preniez la plus élevée d'entre elles, quand vous preniez le gouvernement, quand vous preniez l'Assemblée nationale et même la Cour constitutionnelle, on peut avoir le sentiment qu'on est un pays de minables. Et parfois, on en perd un peu, même notre fierté. Et pourtant, je vous en parlais tout à l'heure en commençant votre enregistrement. Le jeune Gabonais nous ont montré à Yaoundé il n'y a pas longtemps qu'on peut être fier d'être Gabonais, on a des raisons d'être fier d'être Gabonais. Et ce que les Panthères ont fait, nous ont donné à tous, nous ont rendu même beaucoup de notre fierté. Je dis ça pourquoi? Parce que on ne fera croire à personne dans ce pays que le gouvernement, le chef de l'État, la Cour constitutionnelle et la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat ne se parlent pas, ne se téléphonent pas, ne se voient pas. On ne fera croire cela à personne. Et personne ne le croira. Et quand on voit tout ce qui s'est passé depuis le mois de décembre, on a envie de dire de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Il y a une crise sanitaire au Gabon et dans le monde. Je devrais même dire, il y a une crise sanitaire dans le monde. Et le Gabon est dans le monde. Mais je l'avais dit au début de cette crise sanitaire, le Covid, c'est un peu comme quand votre maison s'inonde. Vous savez, quand votre maison s'inonde, moi je l'ai connu quand j'étais enfant parce qu'on a eu des inondations à la maison.
toutes les saletés surnagent. Tout ce qui était caché sous le lit, ce qui était caché sous la table, qu'on ne voyait pas, les bouts de papier se mettent à flotter. Et dans tous les pays, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au fond, la réalité de la situation des pays s'est faite jour. Conséquence, les pays qui sont des démocraties, leur démocratie s'est exprimée. Même quand on pensait que ce n'était plus des démocraties, on a vu ces démocraties s'exprimer. Et qu'est-ce qu'on a vu au Gabon? On a vu en fait au Gabon un pays qui a un problème de fond, dont personne ne parle. Et pourtant tout le monde y songe. Avec des amis, on avait posé la question, qui dirige ce pays? Et au fond, la crise sanitaire nous a montré que il n'y a personne qui dirige le Gabon. Que le pays va à volo. Ce qui fait que ça a rendu le pays incapable de gérer convenablement, correctement la situation. Même entre des gens qui s'entendent, on aurait voulu à la limite comprendre qu'ils s'entendent pour prendre de mauvaises décisions. Ils n'arrivent même pas à s'entendre pour prendre de mauvaises décisions. Parce qu'il n'y a personne qui dirige ce pays. Quand un pays est dirigé, on s'assoit autour de la personne qui dirige et on prend les décisions bonnes ou mauvaises, mais on les prend. Toute cette cacophonie vient de ce que notre pays, le gouvernement, il n'y a personne. C'est ça le problème. Pas plus tard qu'hier, qu'est-ce que les députés nous ont dit? Les députés nous ont dit qu'il y a une ordonnance qui a été prise le 11 août. Cette ordonnance n'est arrivée pour ratification à l'Assemblée que le 25 novembre. Et au 25 janvier, le président de la République, qui doit ratifier, qui doit promulguer une loi, au plus tard 25 jours après son vote, 60 jours après, ne l'avait toujours pas promulgué. Or, l'ordonnance qui est prise le 11 août est d'application immédiate. Dans cette ordonnance, on dit aux gens qu'on a prolongé l'état d'urgence sanitaire. Cette prolongation ne dure que 45 jours. Je n'ai pas de calculatrice en tête, mais si c'est le 11 août, les 45 jours vont arriver à peu près le 25 septembre. Ça veut dire qu'en fait, le 25 septembre, il faut renouveler. On n'a rien fait. Mais on est venu le 25 novembre faire ratifier l'ordonnance du 11 août qui tombait en désuétude le 25 septembre. Fort de cela, 60 jours après, ça n'a même pas été promulgué par le chef de l'État. C'est entre des gens qui se parlent entre eux, qui sont amis, qui sont du même parti politique, qui appartiennent au même régime, donc au même pouvoir. Ce que le Covid est venu révéler au grand jour, que les Gabonais subodoraient déjà, c'est que notre pays n'a pas de dirigeants. Tous les syndicats, sinon la plupart des syndicats, et c'est leur rôle, déposent auprès de leurs employeurs des revendications, des préoccupations par rapport à leurs conditions de travail, à leur cadre de travail. Mais vous remarquez que ce soit des syndicats du secteur public ou du secteur privé, on a entendu très peu de revendications des syndicats du secteur privé à l'endroit de leur employeur privé. Soit ce sont des syndicats du privé qui ont posé des préavis de grève et ont mis sur la table des cahiers de condoléances, mais c'était par rapport à l'action de l'État, où ils disaient à leur employeur, les conditions d'emploi que l'État impose ne nous conviennent pas. Ou alors, c'était des syndicats du secteur public par rapport à leur employeur qui est l'État, en disant les conditions de travail que vous nous proposez ne nous conviennent pas. Mais on ne règle pas la situation. Vous voulez qu'on commence par quel secteur? Les petits Gabonais qui ont eu le bac en 2020, et vous êtes plus jeunes que moi pour la plupart, donc vous êtes plus proches de ces préoccupations. Les petits Gabonais qui ont eu le bac en 2020 n'ont pas encore commencé leurs études supérieures s'ils sont là.
Mais l'université est ouverte. Enfin, je veux dire, vous voulez répondre quoi à ça? Ils ont eu le bac en 2020, en juillet 2020. Moi, j'ai eu mon bac en 1987, en juillet. En septembre 87, je commençais mes cours à l'USTN. Et tous les enfants du monde qui ont eu leur bac en juin-juillet 2020 ont commencé leurs études supérieures en septembre-octobre 2020. C'est-à-dire 3 mois après, ils ont eu 3 mois de vacances pour célébrer et fêter leur bac et puis ils ont commencé leurs études. Non, plus d'1 an après, plus de 18 mois après, les jeunes Gabonais qui sont au Gabon, non. Mais il n'y a pas de problème. On s'est retrouvés en plein mois de décembre. C'était, je crois, le 13 ou le 15 décembre. Le ministre de l'Éducation nationale vient et dit vacances. 1 mois. L'école est devenue quoi? Accessoire. Entre-temps, une certaine catégorie de Gabonais, est-ce qu'il faut dire, et c'est ça le problème de fond, une certaine catégorie de Gabonais, ceux dont les parents ont les moyens de payer assez pour être dans les bonnes écoles, aller à l'école. Ces Gabonais-là, ils vont passer leur bac normalement. D'ailleurs, ces Gabonais-là, leurs frères qui ont eu le bac en 2020, sont allés en France ou aux États-Unis faire leurs études supérieures. Et eux, ils apprennent. Et on est en train de construire 2 pays parallèles. Moi, je dis souvent aux gens, ma mère vendait les légumes au marché. Mon collègue de classe avait pour père le chef de l'État. Moi, c'est dans ce Gabon-là que j'ai vécu. Je vous dis bien, j'avais pour copain et collègue de classe le fils du président de la République. Mais ma mère vendait les tomates et les gombos au marché de Montbouet. Ce Gabon-là, il a disparu. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc, les grèves dont vous parlez, c'est de cela qu'il s'agit. Allez-y dans les hôpitaux. Si vous voulez savoir pourquoi les fonctionnaires du ministère de la Santé sont en grève, allez-y dans les hôpitaux. Je ne vous souhaite pas d'être malade, mais allez-y même rendre visite à quelqu'un qui est malade ou bien faire un tour. Et vous verrez. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps aux urgences du centre hospitalier universel de Libreville. Les patients donnent à même le sol aux urgences. Et à côté de ça, vous avez quelqu'un qui vient vous dire le 31 décembre, je suis un homme d'État. Je ne sais pas dire si ce monsieur qui dit qu'il est un homme d'État sait ce qui se passe dans l'État dont il est l'homme. Je ne sais même pas si c'est une proposition, mais chez moi c'est d'abord la première des réponses. Ce qui se fait sans vous se fait contre vous. Il faut que les Gabonais se donnent les moyens de choisir leurs dirigeants. Il faut que les Gabonais se donnent les moyens de choisir leurs dirigeants. Il faut que les Gabonais s'impliquent politiquement dans la vie de leur pays pour que l'incapable qui va diriger le Gabon soit l'incapable qu'ils ont choisi. Celui qui vous recrute, c'est celui qui vous licencie. Quand les Gabonais auront choisi leurs dirigeants. Moi, je peux vous dire, individuellement, la plupart des compatriotes qui sont au gouvernement ne sont pas des incompétents. Individuellement. C'est le système dans lequel ils fonctionnent qui les rend incompétents. Ils sont cupides, parfois maladroits, mais pas incompétents. Lorsque les Gabonais se seront donné la possibilité et le droit de choisir leurs dirigeants, alors ils sauront regarder les propositions politiques, les offres politiques qui leur sont présentées. Ils sauront apprécier, juger la crédibilité des personnes qui portent ces offres politiques.
on aura un début de réponse à nos problèmes. Vous savez, moi j'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, chaque génération construit ses routes, construit ses hôpitaux, construit ses écoles, construit ses maisons. Mais certaines générations, plus que d'autres, laissent un héritage immatériel aux générations futures. Et c'est ça qui est important. Vous savez, aujourd'hui, quand on va aux États-Unis, quand on voit un président américain prêter serment, il parle de George Washington, il parle de Franklin Roosevelt. Mais montrez-moi la route de George Washington aux États-Unis. Montrez-moi la route de Roosevelt. Non. Ce que Washington et Roosevelt ont laissé aux Américains est immatériel. Ils ont laissé à ces gens un État démocratique. Ce qu'on doit laisser aux générations futures, pour qu'elles n'aient plus à se préoccuper de le construire, c'est d'abord un vivre ensemble démocratique qui fera que chaque Gabonais saura que ce qui me permet de développer mon pays, c'est cet héritage que mes anciens m'ont laissé, je dois le préserver. Dans notre pays aujourd'hui, on n'a pas d'héritage à préserver. On a d'abord un héritage à construire pour les générations qui vont venir. C'est pour cela que l'Union nationale a un projet politique. Vous l'avez lu, vous ne l'avez pas lu. Effectivement. Mais pour moi, plus que ce projet politique, le projet des projets, c'est de donner à notre pays la capacité de choisir librement ses dirigeants, démocratiquement ses dirigeants. J'avais eu un débat personnel avec le Premier ministre Koyemba en 2016, où il était meurtri des jeunes Gabonais qui avaient été massacrés dans la rue. Et je lui avais dit, vous savez, ces jeunes sont morts pour que d'autres ne meurent pas. Il y a eu des dizaines de morts là dans la rue. Oui. Mais est-ce que vous savez combien vont mourir bêtement dans les hôpitaux à cause de la mauvaise gouvernance? Ils seront plus nombreux. Et je dis aux gens, il y a eu plus de morts du fait de ce régime de 2016 à aujourd'hui qu'en 2016 lors des événements. Chacun de nous a perdu bêtement un parent, sans pouvoir s'en expliquer en disant, si ce pays était normal. J'irai plus loin en disant, il y a des dirigeants influents de ce régime qui ont perdu leur vie. Et ils savent de qui je parle. Qui, si nos hôpitaux avaient de l'oxygène, seraient peut-être en vie. Alors, d'abord, je ne sais pas si vous appelez le bureau sortant, parce que, pas monsieur, quand moi j'étais au bureau national, je le suis encore. Madame Misambo, qui est présidente, était vice-présidente. Voyez-vous? Donc, il y a eu des militants qui étaient membres de la direction avant le congrès, qui ne le sont plus, donc qui sont redevenus militants. Et il y a des militants qui n'étaient pas membres de la direction sortante, qui sont devenus... Voilà, c'est qu'il n'y a pas eu des gens de l'Union nationale qui ont quitté l'Union nationale, et puis des gens qui n'étaient pas de l'Union nationale qui sont arrivés à l'Union nationale. Voyez-vous? Donc ça s'est passé à l'intérieur du parti. Il y a eu un processus démocratique normal. Donc nous avons des rapports normaux. Après, on va avoir, entre guillemets, pour l'instant, des discussions presque techniques de passation de documents. Parce qu'officiellement, nous n'avons pas assisté à la passation des charges, hein, officiellement. Non, mais parce qu'il n'y en a pas de passation de charges en tant que telle. C'est-à-dire que il n'y a pas un cérémonial, vous n'avez pas vu non plus une prestation de serment. Parce que c'est un parti politique, ce n'est pas une institution républicaine, quand bien même ce serait une institution républicaine. Je prends un cas tout simple, si vous venez au Gabon, à l'Assemblée nationale, quand le nouveau président de l'Assemblée nationale arrive, il n'y a pas de passation de charges avec le sortant. Voyez-vous, il y a des élections législatives, vous avez les nouveaux élus à l'Assemblée qui arrivent, qui s'assiedent, qui votent leur bureau, qui élisent leur bureau, qui élisent leur président, mais vous n'avez jamais vu de passation de charge entre le président sortant et le président entrant, parce que voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une procédure. Maintenant, est-ce que Madame Misambo et Monsieur Miboto
ont discuté, se parlent, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais j'ai envie de dire, ça ne se fait pas devant les caméras. En fait, pour faire simple, il faut revenir d'abord à l'histoire du siège de l'ancienne Sobraga. D'accord. La maison de l'ancienne Sobraga est la maison de M. Miboto. Il y a même vécu pendant longtemps. Et en 2009, quand il y a l'élection présidentielle, il y installe son QG de campagne. Parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle en 2009. Il y installe son QG de campagne. Et lorsque commence le contentieux de l'élection qu'Ali Bongo avait braqué en 2009, c'est au QG de campagne du président Miboto que tous les candidats en fait se retrouvent pour préparer le contentieux. Tous, hein, de Mamboundou jusqu'au... Tous les candidats se retrouvent là, Mamboundou, Bengomsi, Oguligende, Baobab, Ouyemba, tous se retrouvaient au QG du président Miboto, qui était son QG de campagne. À ce même endroit, et des discussions qu'ils vont avoir, va germer l'idée de créer un parti politique. Cette idée germe là. On crée le parti politique, on va tenir les premières réunions, les réunions préparatoires là au QG de M. Miboto. Parce que ce n'était même pas le siège de l'UGDD qui était son parti. Le siège de l'UGDD était à l'immeuble des Arcades qui a face de Périsson en ville. Ce n'était même pas le siège de l'UGDD, c'était vraiment son QG de campagne. Vont commencer les premières réflexions. C'est à cet endroit qu'on va réfléchir au statut de l'Union nationale, à la création de l'Union nationale, et on va créer l'Union nationale à cet endroit. Les habitudes aidant, le parti va être créé là et on va rester là. Pendant 12 ans, on n'a pas payé 1 centime de loyer. Pendant 12 ans. Et M. Miboto a eu la générosité de ne jamais demander un loyer un jour. Jamais. Donc, lorsque on a été élu, on a eu la discussion autour de la présidente pour dire il faut qu'on prenne un local où on va payer un loyer tous les mois à concurrence de nos moyens. Et qu'on libère la maison de M. Miboto parce qu'on ne peut pas éternellement. Lui, comme il était président, il prenait sur lui. Mais c'était coûteux. Moi j'ai envie de dire cette maison, allez, si vous ne la louez pas cher, vous la louez 1 million par mois. Faites le calcul. 1 million par mois pendant 12 ans, c'est 144 millions de têtes comme ça de calcul. De revenus dont il s'est privé et dont on l'a privé. On ne pouvait pas continuer comme ça. On a dit il vaut mieux qu'on loue un local et qu'on y installe le siège du parti. C'est ce qu'on a fait. Ici, c'est pour la présidente, oui ou non? Ah non, non. Faut qu'on se mette d'accord. Le monsieur qui est propriétaire de cette villa n'est même pas militant de l'Union nationale. Je ne vous donnerai pas son nom parce que c'est sa vie privée, mais il n'est même pas militant de l'Union nationale. On paye un loyer ici tous les mois à ce monsieur qui est... Non, c'est pas... voilà, c'est pas la maison, la propriété de Mme Issambo ici. Non, du tout. Le monsieur, enfin, vous pouvez vérifier, hein, mais le monsieur qui est propriétaire de cette maison n'est même pas militant. On a cherché. Et on a trouvé cette maison, on a vu. Et là, cette fois-ci, puisqu'il n'est pas militant de l'Union nationale, on sait que si on ne paie pas le loyer à la fin du mois, il va nous dire, écoutez, mes amis, c'est ma retraite, on ne joue pas avec. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas un grand footballeur, hein, et je ne suis pas forcément un fan de football qui peut vous raconter par le menu, non. Mais ce que ces jeunes ont fait à Yaoundé est extraordinaire. J'ai répondu d'ailleurs à l'un d'entre eux ce matin qui avait fait une publication où il disait que il a quand même du mal encore à se remettre de la défaite. J'ai dit, vous n'avez pas perdu. Ce que vous avez fait est plus qu'une victoire. Ces garçons sont arrivés, et ça doit être une leçon de vie pour nous tous. Ils sont arrivés à Yaoundé
dans les pires conditions psychologiques pour participer à une telle compétition. Les pires qui soient. Il y avait beaucoup d'histoires autour du football. Il y avait des disputes en leur sein et avec leurs dirigeants. Et puis ils sont sortis de là. Et ils sont arrivés à Libreville, le drapeau vert jaune bleu à la main, fiers d'eux. Il fallait le faire. Pour la première fois, pour la rare fois, je suis allé regarder le match des huitièmes de finale dans un bar-restaurant de la commune d'Akanda. C'était parce que j'avais envie de vivre ça avec les autres Gabonais. Je ne voulais pas rester seul chez moi pour les regarder. Quand ils ont perdu, on n'était pas tristes, on était fiers. Avec papa, quand ils ont perdu à la fin du match. Parce qu'ils n'ont pas perdu pour moi. À la fin du match, on n'était pas tristes, on était fiers. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas été fiers dans ce pays. Ça faisait longtemps. C'est pour cela que je voulais parler pas seulement du foot, mais comme quoi n'importe quoi dans la société peut être capable de rendre les Gabonais fiers. Et que ceux qui pensent que les Gabonais sont divisés, ont vu là que parce que nos jeunes étaient unis comme jamais sur le terrain, et bien partout où on les regardait, on avait la même union, la même envie qu'ils gagnent. On voulait, ouais, c'est-à-dire que je ne suis pas particulièrement croyant, mais j'ai le sentiment que pendant le match, je priais pour qu'ils gagnent. Et ça, c'est un moment vraiment, je leur dis merci. Ils nous ont fait vivre ça. Et ils nous ont montré qu'en fait, oui, on était un grand peuple et qu'on pouvait retrouver notre fierté si on le voulait. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, c'est des années qui m'a vraiment marqué. Super.